Salutations lecteurs, je suis Jordan, alias l'astrologue fou, et bienvenue dans l'Astrotech, l'émission qui décortique les traités classiques de l'astrologie. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la vision du plus célèbre astrologue du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, et comment il a réussi à réconcilier la vision astrologique de la vision catholique que tout semblait opposer. Éclairés vos lanternes sur les pages de l'histoire, aujourd'hui nous entrons dans la tête d'un astrologue au XVIIe siècle. Avant l'interdiction de l'enseignement de l'astrologie par Colbert en 1670, l'astrologie était une des clés pour que les gens lettrés puissent s'ouvrir au mystère de l'univers et des dieux. Morin de Villefranche, qui était alors professeur de mathématiques au Collège Royal, fut convoqué à la naissance du futur héritier du trône pour dresser le thème horaire de Louis XIV lui-même. Cette anecdote souligne l'importance qu'avait l'astrologie auprès de nos souverains. Mais la pensée est multiple et les penseurs sont duels. Les uns prônent l'esprit, comme les astrologues, tandis que les autres la matière, comme notre rationaliste qu'est Colbert. Même dans les plus grandes civilisations, chinoises, indiennes et de langue grecque, les pensées sont multiples et les courants divergent. Pourtant, la cohabitation existe bel et bien puisqu'elle perdure depuis 2 millénaires dans certains pays. La Chine, par exemple, a réussi jusqu'au XXe siècle à faire cohabiter ces deux grands courants de pensée que sont le confucianisme et le taoïsme. Ne dit-on pas qu'un Chinois est confucéen le jour et taoïste la nuit? En Inde, c'est encore plus fascinant car il existe des dizaines de courants de pensée différents et pourtant, il n'y a pas un qui soit supérieur à un autre, c'est-à-dire que tous vont venir converger vers leur mode de vie habituel. C'est ainsi que la philosophie du Samkhya, dont découle l'Ayurveda et les Gunas, une philosophie donc beaucoup plus matérialiste, va venir cohabiter avec la Bhakti Yoga par exemple, qui est le yoga de la dévotion envers une divinité. Tout cela est en réalité possible car la civilisation indienne repose sur le polythéisme hindou, qui est une pluralité de divinités qui sont la manifestation d'une source divine, qu'on pourrait appeler Dieu, et que eux appellent l'Atman, l'âme universelle. Les points de vue différents en Inde sont donc tolérés puisqu'elles découlent toutes d'une même source divine. En Chine, avant l'arrivée du bouddhisme au 5e siècle, c'était encore plus simple, puisqu'il n'y avait que le Tao qui existait, c'est-à-dire l'âme universelle. Confucius était alors opposé à Lao Tzu, le père du Tao, mais les Chinois ont quand même réussi à réconcilier ces deux courants de pensée, car toute matière est Tao. À ce propos, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Marc Halévy intitulé sobrement Le taoïsme. En Occident, c'est un petit peu différent. Nous avions déjà une première rupture entre platoniciens et l'école péripapéticienne, celle d'Aristote. Platon était beaucoup plus dans l'abstraction, le monde des idées, alors qu'Aristote était beaucoup plus dans l'aspect concret des choses. Mais comme expliqué dans la vidéo précédente que vous pouvez retrouver juste ici, c'est bien le catholicisme qui fut le véritable ennemi de l'astrologie et de la pratique des astrologues. Suite aux différentes interdictions de l'astrologie par différents conciles, le concile de Laodicée en 381, le concile de Tolède en 447, le concile de Braga en 560, les astrologues n'avaient plus le choix. Ils étaient bien obligés de partir du postulat chrétien et donc de s'adapter pour écrire leur traité d'astrologie. C'est dans ce contexte de prosélytisme que notre astrologue du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Morin de Villefranche, écrivit son traité d'astrologie, Astrologia Gallica en latin. Je me suis aidé des commentaires de mon formateur Denis Labouré avec son livre La Cabale des 12 maisons pour vous expliquer quelques points importants de sa pensée et ce dont il est essentiel pour vous de comprendre pour affiner votre compréhension philosophique de l'astrologie. Mais avant, pour comprendre la pensée de Morin, il faut que je vous dise quelques mots sur la pensée dominante de l'époque, celle d'Aristote. Celui-ci en effet s'était posé la question « Qu'est-ce qui est essentiel pour qu'un être puisse exister ?» Avec cette interrogation, Aristote voulait sans doute découvrir l'origine des choses, l'essence ou le principe suprême. Le philosophe en est venu à une conclusion en 4 étapes appelées des causes. Pour rendre plus pédagogique notre propos, Denis Labouré prend comme exemple une sculpture. Pour que la sculpture existe, il faut donc 4
causes. La première cause est la cause dite matérielle, ce qui signifie qu'un objet ne peut être créé à partir de rien. Un objet est toujours construit en effet à partir d'un autre objet. C'est l'interdépendance de toute chose. Pour notre exemple, il s'agit du matériau de notre sculpture, comme le marbre par exemple. Elle répond simplement à la question « en quoi est fait cet objet ?» La deuxième cause est la forme de la sculpture. En d'autres termes, il s'agit de ce que l'on voit de la sculpture. Il s'agit de la cause formelle. Elle répond à la question « en quoi cet objet se distingue des autres ?» La troisième cause est assez simple à comprendre. La sculpture ne s'est pas faite toute seule, il faut donc qu'il y ait un créateur. C'est ce qu'Aristote appelle le principe actif ou la cause efficiente. Ici, il s'agira du sculpteur lui-même tout simplement. Le sculpteur donne ce mouvement de mise en forme de la matière. Enfin, la cause finale est le but de la création. Elle répond à la question « à quelle fin cet objet existe-t-il » ou alors « pourquoi cet objet existe ?» Pourquoi je parle de tout ça, me direz-vous ? Tout simplement car c'est le substrat qui va nous aider à comprendre la pensée de Morin de Villefranche. Morin donc a repris l'idée d'Aristote et s'est posé la question « quelle serait donc la cause universelle ?» Autrement dit, qu'est-ce qui donne naissance à toute chose? En se posant cette question, on se rend bien compte qu'il est en train de résoudre un problème théologique profond. Ainsi, quelle pourrait être la cause de tout ce qui se meut sur la terre? De ce qui naît, de ce qui grandit, de ce qui décline, de ce qui meurt, des saisons, du temps. Pour Morin, cette question est évidente. Il s'agit bel et bien du ciel. Mais arrêtons-nous sur cette idée de ciel. Non, il ne s'agit pas des astres et de leur influence physique que Kepler croyait à tort être pertinente pour défendre l'astrologie. Ici, il s'agit des forces qui sont sous-jacentes aux objets célestes. Ainsi, certaines formes de répulsion détruisent, quand d'autres d'attraction construisent. Mais si le ciel peut à la fois détruire et construire, et que tous les astres agissent en même temps, quels sont les facteurs qui déterminent la vie et la mort qui nous permettent de trancher? Pour Morin, il s'agit de procéder à un découpage du ciel. En divisant le ciel en plusieurs parties, les astres acquièrent une vertu spécifique. Comme il y a 4 saisons, les hommes ont naturellement divisé le zodiaque en 4 parties. Ce sont les points cardinaux. Ainsi, l'année astrologique commence le premier jour du printemps dans le signe du Bélier. C'est l'équinoxe de printemps, ce qui signifie que la durée du jour est égale à la durée de la nuit. À ce moment, la durée du jour commence à l'emporter sur la nuit, jusqu'au moment où vient le jour le plus long de l'année, le solstice d'été, le 21 juin, dans le signe du Cancer. Ensuite, la lumière décroît pour retrouver cet équilibre entre le jour et la nuit. C'est l'équinoxe d'automne, le 21 septembre, dans le signe de la Balance. À ce moment-là, la nuit commence à l'emporter, jusqu'à arriver au jour le plus court de l'année, au solstice d'hiver, le 21 décembre, dans le signe du Capricorne. Il s'agit donc ici d'une symbolique de la lumière. C'est une respiration du soleil au cours de l'année. Ainsi, les saisons vont venir refléter la vie de tous les êtres. La naissance, l'évolution, le déclin et la mort. Les signes du zodiaque reflètent donc la respiration de la lumière au cours de l'année. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aller beaucoup plus loin pour être plus précis et particulariser les placements célestes, c'est-à-dire interpréter en fonction de chaque individu. Autrement dit, ne plus prendre l'année comme référence, qui est donc représentée ici par les signes, mais prendre la journée de 24 heures, qui sera représentée par les maisons astrologiques. Les maisons sont donc un découpage du ciel, du point de vue de l'endroit où se situe l'objet en question. Le plus souvent, cet objet, c'est simplement un être humain. C'est donc la respiration de la lumière au cours de la journée. En astrologie, lorsque le soleil se lève à l'horizon oriental, c'est-à-dire pendant le lever du soleil à l'est, c'est l'aurore, symbole d'un jour nouveau, car la lumière l'emporte sur la nuit, c'est la maison 1. Pour les anciens, dont Morin de Villefranche, chaque astre qui se lève à l'horizon oriental est en train de naître en même temps que le natif lui-même. Ce sera donc l'empreinte du natif, son charisme, sa personnalité et sa destinée. Plus le soleil monte dans le ciel, plus il est visible et puissant, il atteint là son zénith. Il est alors midi, c'est le sud, et le soleil, brillant de mille feux, nous renseignera sur la réputation et la visibilité du natif. C'est la maison 10, domaine du statut social, de la profession et de la réputation. Comme le dit Lao Tse, nul ne tient longtemps sur la pointe des pieds. C'est alors que le soleil, qui n'est pas une exception, commence lui aussi à décliner et que son intensité faiblit.
Arrivé à l'horizon occidental cette fois, c'est-à-dire à l'ouest, le soleil se couche et chemine sous l'horizon. C'est la maison 7, une maison qui renseigne sur les personnes qui veulent nous rabaisser. Les Indiens vont même jusqu'à dire qu'elle régit la mort. Enfin, arrivé au nord, complètement sous l'horizon, le soleil est ici invisible. La nuit règne, c'est le nadir ou le minuit. Ces 4 moments peuvent être mis en analogie avec les 4 éléments. Ainsi, le zénith correspondrait au feu, le nadir à l'eau, la naissance à l'air et le déclin à la terre. Pour Morin, ces 4 points cardinaux sont en analogie avec les 4 âges de la vie. La naissance, la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Pour lui, la naissance est reliée à la vie, la jeunesse à l'action, la maturité à l'union, et la vieillesse aux passions, c'est-à-dire à l'absence de volonté. Autrement dit, ce que l'on subit directement comme les maladies ou la mort. Mais Morin de Villefranche, rappelons-le, vit dans un contexte où la religion catholique doit être prise en compte. Ainsi, l'idée de Trinité est omniprésente. C'est pourquoi ces 4 âges de la vie forment eux-mêmes 4 triangles. Ainsi, 4 fois 3 égale 12. Nous avons donc nos 12 maisons astrologiques. Pour Morin de Villefranche, le triangle est l'aspect parfait, c'est ce qu'on nomme en Occident l'aspect par trigone, l'aspect donc jupitérien, car c'est l'aspect qui va représenter la Trinité. Nous aurions pu aller beaucoup plus loin dans la symbolique des maisons, mais je ne voulais pas surcharger cette vidéo d'informations pour que le public soit brouillé. C'est pourquoi je renvoie aux lecteurs sincères à l'ouvrage de Denis Labouré, La Cabale des 12 maisons, le secret de Morin de Villefranche. Si vous souhaitez soutenir mon travail de recherche, abonnez-vous, c'est très important pour moi, et surtout partagez cette vidéo aux amateurs d'astrologie. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout lisez bien. Ciao.